Par contre, voilà, c'est le temps des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions au niveau de ceux qui sont connectés. Et sinon, des questions dans la salle. Alors, si je vais retransférer une question sur le chat Zoom, une question d'Emmanuel. Alors, Emmanuel nous dit « Bonjour, merci pour votre intervention. Ne pensez-vous pas que, comme dans beaucoup d'addictions, l'addiction féminine est plus dissimulée, plus difficile à déclarer et donc moins identifiable. De fait, c'est un phénomène moins visible, mais qui va se dévoiler de plus en plus dans l'avenir. Qu'en pensez-vous ?» Donc c'est pour Olas. Okay. Si je comprends bien, c'est une question en relation avec l'invisibilité, non? Oui, c'est vrai. C'est le grand problème qu'on a. C'est la raison pour laquelle je vous expliquais que Mark Griffith nous a dit il faut commencer avec sérieuxité à faire des recherches scientifiques avec ce qu'il passe avec les femmes. Parce qu'il semble que les femmes ne sont pas dans les jeux vidéo et ils sont au même pourcentage que des hommes, mais invisibles. Et la raison pour laquelle elles sont invisibles, il y a beaucoup de facteurs. Dans notre étude, vous avez vu que les premières raisons dans les qualitatifs, pour ne pas dire qu'elles sont joueuses ou gameuses, c'est des choses psychologiques. Ils ont aussi la perception qu'être gameuse et communiquer cette façon de son personnalité ou identité, c'est une chose que peut-être dans son autour, le contexte n'est pas une bonne chose de communiquer. Alors c'est par exemple un facteur important pour l'invisibilité. L'autre, qu'il n'y a pas d'études. Il y a beaucoup d'études de jeux vidéo, de video gaming addiction, de personnes avec les problèmes dans notre entour clinicien, dans les hôpitaux, etc. Mais toujours on parle des hommes. Et c'est vrai, les hommes sont plus prévalents, il y a plus dans les problèmes, mais il y a aussi des femmes. Alors, ce sont des facteurs dans tout ordre, je crois. Merci beaucoup. Je vais juste laisser la parole à Juliette, si jamais, parce qu'il y a d'autres questions. Donc, merci Olas. Est-ce qu'à votre connaissance, les femmes jouent plus dans les cultures où les femmes sont plus à l'intérieur, à la maison, que dans l'espace social extérieur? Ou est-ce que ça n'est pas un facteur déterminant pour les gameuses? Je crois que ça dépend de la culture. Mais je crois que vous avez raison, parce que, par exemple, l'origine de l'addiction à l'Internet a commencé aux États-Unis l'année 1996 par Kimberly Young, qu'elle a eu une clinique privée, et il a détecté que les premières malades d'addiction à Internet ont été femmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont été femmes sans, je ne sais pas comment le dire, mujeres... Des femmes? Si, qui s'occupent de la famille. Oui, des femmes foyer. Foyer, qu'ils ont eu beaucoup de temps, a été l'année que Internet a commencé à entrer dans les maisons, et a été une forme d'échappée. Notre foi, les mêmes prédicteurs que nous, une forme d'échappée. Alors peut-être dans les principes de l'histoire d'Internet, dans cette difficulté de montrer que pourquoi pas les femmes peuvent être gameuses, peut-être c'est une raison importante, mais pas pour tout le monde, pas pour tous les pays ou pas pour toutes les cultures. Merci beaucoup. Il y a apparemment d'autres questions dans la salle, Céline. Oui, alors moi mes questions s'adressent à l'ensemble des chercheurs qui sont intervenus sur les jeux d'argent en Afrique. Voilà, bonjour. Ma question est la suivante. Est-ce que il y a une politique publique, d'accord, en Afrique et plus particulièrement, je ne connais pas du tout le droit africain de ce point de vue, mais est-ce qu'il y a une politique publique qui vise à déployer sur un territoire géographique donné justement le développement des jeux d'argent et de hasard, comme ça a été le cas de manière historique en droit français, par exemple les casinos dans les stations balnéaires avec des contreparties fiscales et autres. Voilà, c'était ma question. Tu veux? Alors c'est le problème quand on est trois, c'est qui commence à répondre? Quand on dit tu as des idées, moi je... Bon, alors j'aurais tendance à dire il y a une volonté patente
de la part des États sur lesquels on a travaillé, donc Sénégal, Côte d'Ivoire, le Bénin, pour l'instant, ce sont les États qu'on a enquêtés, et un lien entre la volonté étatique, gouvernementale. Au Bénin, c'est clairement le gouvernement de Patrice Talon qui a appuyé sur la loterie nationale du Bénin, vraiment beaucoup, même si ça a commencé avant. Donc le lien entre pouvoir central et loterie nationale, et donc ce que j'ai montré, on a montré en quelques images, c'est cette volonté de mailler le territoire de lieux de jeu potentiels, ça, oui. Est-ce que c'est inscrit dans la loi? Alors, ce qui est inscrit dans la loi, c'est qu'il est autorisé ou pas de jouer à tel ou tel endroit. Comme le disait Mbaye tout à l'heure, les casinos ne sont pas autorisés aux Sénégalais, au Sénégal, aux Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Mais en revanche, on n'a pas pour l'instant enquêté sur la façon dont est inscrite dans, en gros, l'aménagement du territoire, la possibilité d'ouvrir un lieu de jeu à tel ou tel endroit. On n'a pas été creusé jusque-là pour savoir si... mais je ne crois pas. Enfin, j'ai pas l'impression que quand on demande, tu vois, à la LONASE à quel endroit est-ce qu'on peut ouvrir un centre des jeux, ce qui va les intéresser, c'est plutôt des questions de rentabilité du lieu de jeu à tel ou tel endroit que des questions de... S'il y avait la distance par rapport aux écoles, il y avait des trucs là-dessus. Oui, il fallait que ce soit quand même à plus d'une certaine distance des écoles et plus d'une certaine distance des hôpitaux. Il y avait quelques éléments comme ça. Mais ça me revient en vous parlant, c'est pour dire qu'on n'a pas creusé en détail pour l'instant. Ouais, de manière générale, je trouve que le régalien intervient beaucoup plus sur l'ouverture des casinos, en fait. C'est-à-dire que les dispositifs de jeu un peu diffus, comme ça, les loteries nationales, le PMU, etc., c'est assez bien accepté dans beaucoup de pays. Par contre, l'ouverture d'un casino, c'est toujours un petit peu l'exception. C'est-à-dire un droit qui va être accordé à une municipalité, comme je pense à Praia, par exemple, sur une île du Cap-Vert, où là, vraiment, on a autorisé la création d'un casino, mais pas sur les autres îles. C'est ce que j'ai un peu, moi, remarqué aussi à travers le monde. C'est vraiment le casino qui pose problème, c'est-à-dire la concentration à un endroit d'une pratique de jeu particulière. Ben, pour rajouter en fait un peu à ce que Marie a dit, donc Marie a bien résumé la situation pour le cas du Sénégal. La loterie nationale en fait du Sénégal, c'est une société publique, c'est l'État en fait qui gère la société. Et donc, comme c'est une société publique, donc elle a son droit en fait, elle a ses textes, elle a donc ses structures en fait qui s'organisent et qui en fait ont une politique de développement au niveau national. Sur les casinos en fait. C'est un pays en fait qui n'est pas doté en casino. Au Sénégal, on a 4 casinos. Les 3 sont à Dakar, le dernier est dans la Petite Côte. Et c'est tellement normé en fait ces questions-là, puisque pour vivre dans le casino, il faut une licence spéciale. Et la licence donc c'est la loterie nationale, la LONASE qui la donne. Mais ce n'est pas assujetti en fait à des questions de lieux touristiques ou de lieux en fait ou un tel type de lieu. En fait, c'est pas assujetti à ça. Le point en fait intéressant sur cette question des casinos, c'est que c'est des lieux qui sont interdits aux Sénégalais. Donc, seuls en fait les étrangers ont le droit en fait d'entrer et de jouer. Donc, les Sénégalais en fait on leur interdit en fait donc cette question en fait. Alors, l'interdiction en fait date quand même en fait des années 70 avec l'ancien président Senghor. Mais voilà, c'est quelque chose quand même qui a perduré. Ouais. Voilà. Ouais, c'est le cas aussi en Côte d'Ivoire. Et justement, on a l'impression que c'est en train de pousser pour une ouverture de l'autorisation aux nationaux d'aller jouer. On a l'impression que ça pousse dans ce sens-là. Et simplement, peut-être pour, je ne sais pas si on a répondu à votre question, mais pour finir sur ce lien entre les volontés étatiques et l'implantation des lieux de jeu, un des slogans de la Loterie nationale du Bénin, c'était les gros lots gagnants, les bénéfices à toute la nation. Donc en fait, c'est un effort presque de développement national que de jouer. Merci beaucoup. Il y a Elisabeth. Ouais. Oui, alors merci à nos collègues pour ces 2 belles communications. Ma question s'adressera aux collègues géographes. Avez-vous pu repérer quelques investisseurs derrière le développement des jeux en Afrique ? Parce que vous aviez repéré pour l'Amérique, pour l'Asie, et montré qu'il y avait souvent retrouvé les mêmes investisseurs. Est-ce que vous avez pu observer un phénomène semblable en Afrique ? Tu veux y aller ? Oui, en fait, pour le cas du Sénégal, vous avez en fait la loterie comme c'est public, c'est l'État qui gère. La société en fait nationale de loterie du Sénégal, donc la LONASE en fait, peut contracter en fait des contrats avec des investisseurs étrangers, comme c'est le cas actuellement avec Premier Bet,
Donc sur la question des paris-foot qui sont un peu en vogue aujourd'hui en Afrique, même en France. Par contre, en fait, je ne suis pas sûr en fait qu'ils soient très regardants en fait sur tout ce qu'il y a derrière en fait ces sociétés-là en termes de paradis fiscal, en termes donc de fiscalité. Voilà, ces questions en fait ne sont pas gérées au niveau du territoire. Mais en fait, pour s'introduire sur le marché du Sénégal, forcément, vous passez par la LONASE et donc il faut en fait une licence pour pouvoir donc exploiter certains produits en fait au Sénégal. Mais c'est aussi des loteries qui ont un partenaire historique, qui est donc la Française des Jeux, donc voilà, qui gère tout ce qui est en fait produit en fait lié en fait aux courses de chevaux et ainsi de suite. Voilà. Oui, sur les paris hippiques, on a vu que PMU, par exemple, la société française, cherchait à s'implanter et était déjà implanté, et ne serait-ce que par les systèmes de masse commune sur les paris, c'est-à-dire qu'en Sénégal, on peut parier sur des courses hippiques en France, etc., fait que de toute façon, de facto, il y a une interconnexion des réseaux, il y a toute une logistique derrière qui font qu'il y a une interconnexion des marchés aussi. Et pour les casinos, il y a un groupe qui est un groupe espagnol qui s'appelle PEFACO, qui est un groupe qui est présent dans cette économie casinotière, à la fois au Bénin, au Burkina Faso, Congo-Brazzaville, au Niger, en République démocratique du Congo, au Rwanda, au Togo et en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc là, on a un investisseur sur le domaine du casino, siège à Barcelone, et qui voulait, c'était dans notre papier sur Afrique contemporaine, qui voulait racheter au groupe sénégalais ANFA, donc qui était un groupe qui voulait lui racheter précisément les établissements de Dakar, donc avec une volonté de se développer. Donc oui, on a pu identifier des investisseurs, mais on va dire que pour l'Afrique de l'Ouest, le rôle quand même de la France n'est pas négligeable dans les principales. Mais au Cap-Vert, à Praia, c'est des Hongkongais qui investissent dans les casinos. Merci beaucoup. Il y a une dernière question, je crois. Ouais. Oui. Alors merci aux intervenants, donc Sylvain Dernainray. J'avais des questions finalement pour les deux interventions, donc qui sont pas exactement identiques. C'est des questions d'ordre méthodologique dans les deux cas. Pour les géographes, vous nous avez fait un teaser en fait de votre champ de recherche, de ce qui doit arriver dans le futur, et vous avez dit en préambule en fait de votre proposition, on est des géographes, on n'est pas des ethnologues ou des sociologues, et c'était surtout ces gens-là qui investiguaient ce champ jusqu'à maintenant. Et du coup, c'est quoi les spatialités que vous allez regarder, du coup, parce que est-ce que c'est des questions d'aménagement local, des questions d'organisation de développement territorial, et voilà, enfin, c'est quoi le champ, enfin, comment il va se structurer autour de la question spatiale, puisque vous êtes des géographes. Et alors, du coup, pour l'autre collègue, une autre question méthodologique. Vous avez présenté au début de plusieurs articles, en fait, que vous avez publiés, qui en fait servent d'appui à votre démonstration. Je pense qu'il y a un poids dans vos analyses, un poids statistique important qui montre justement les différences qu'on peut voir entre les gameuses et les gamers. Et ma question, c'est est-ce que on retrouve pas chez les gamers, donc chez les hommes, aussi des tendances de comportement qui pourraient être similaires, parce que dans ce que vous avez présenté, finalement, il y a aussi des hommes en fait qui pourraient se retrouver là-dedans. Et est-ce que il y aurait pas finalement une petite poche de gamers qui se reconnaîtrait finalement dans ces positions, dans ces attitudes, et finalement pourrait avoir aussi on va dire une démonstration similaire avec des hommes. Voilà pour les deux. Merci pour les questions. Je vais demander que les réponses soient très courtes parce qu'il y a une dernière question que je n'ai pas vue. Donc voilà, réponse très très courte. Alors sur la question de la particularité des approches par les géographes, nous on entre par les échelles justement et vous demandez à quelle échelle est-ce que sont menées les investigations, à toutes les échelles. C'est-à-dire qu'on va avoir mené, on a déjà fait et on continue à faire systématiquement quand on investigue un terrain, à la fois des enquêtes dans les lieux de jeu, donc en passant du temps, en faisant des entretiens, des questionnaires, et vous venez d'où et pourquoi, depuis quand, donc vraiment à l'échelle du lieu de jeu. Ensuite, si c'est à l'échelle d'une ville comme Dakar, comme va travailler Nicolas, ou la localisation à l'échelle de la ville et comment c'est organisé, qu'est-ce que ça révèle de la géographie de la ville, des quartiers riches, des quartiers pauvres, etc. Et ensuite, comme vous avez pu voir les cartes là, à une échelle nationale. Et finalement, tout ça, qu'est-ce que ça nous dit à une échelle mondiale? Donc cette question de l'emboîtement des échelles est très importante pour nous. Et je pense que tous les géographes qui commencent à travailler sur les jeux d'argent, on ne peut pas se passer de monter, de descendre dans les échelles, même si notre prisme premier, il va être d'abord d'entrer par le local, parce que quand on fait du terrain, on est dans des lieux de jeu. Voilà.
Et pour peut-être juste une phrase, ce qu'on cherche en fait, je pense à travers les recherches sur les jeux d'argent, c'est cet éclairage un peu spécifique de la complexité de la mondialisation actuelle, parce que cette mondialisation, elle agit autant comme un processus de convergence, homogénéisation, que de différenciation. Et nous, ce qui nous intéresse avec les lieux de jeu, c'est qu'est-ce qui résiste dans l'espace aussi à l'homogénéisation. Donc c'est pour ça que l'entrée par le jeu, par le lieu, et avec toujours ce tiraillement entre d'un côté les discours sur la responsabilité du jeu, qu'on a aussi en Afrique de l'Ouest, le jeu responsable, etc. Et en même temps, tout le monde veut faire du business, quand même, pour être très clair. Donc ce tiraillement entre ces deux logiques, comment ça se manifeste concrètement dans des lieux de jeu du local au global. Voilà. Merci. Et pour la question? Oui, j'essaierai d'être très, très courte. Comme je vous ai montré, effectivement, on a fait un travail premier de voir la littérature grise de l'industrie des jeux vidéo en relation à les hommes et les femmes. Tout est théorique, c'est en révision de la littérature, mais on a fait seulement les travaux de voir qu'est-ce qu'il passe avec les gameuses, parce qu'on n'a pas assez d'informations, pour après faire la comparaison avec des choses qu'on connaît déjà avec le joueur masculin. Et dans l'empirique, on a fait l'étude quantitative et qualitative. Et l'unique faiblesse que je peux dire, est qu'on a fait l'étude à niveau mondial, comme on a dit, mais à travers des Reddit. Reddit, vous connaissez le Reddit, c'est un espace public. Alors, on a fait parce que toujours quand tu travailles avec un échantillon en ligne, tu dois faire la compromission si vraiment sont femmes. Pour ces raisons, on a fait aussi l'étude qualitative et vraiment a fonctionné, on a la confiance et on a fait l'effort de voir ça. Et encore, il y a un article que ce n'est pas encore publié, que sera l'article de qu'est-ce qu'il y a quelle psychopathologie il y a aussi en dedans de la femme avec le problème. Pour faire la comparaison. Parce que, comme je vous ai dit, on a commencé à voir qu'il y a des choses qui sont en commun, comme la phobie sociale, toute l'agressivité, et des choses qu'on connaît qui sont en relation avec l'addiction, pas en relation à la gameuse ou le joueur masculin, mais il y a beaucoup d'autres prédicteurs et des choses en relation à l'aspect de la stigmatisation propre de la femme ou des personnes autour, qui affectent. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que je ne parlais pas aujourd'hui, mais dans le papier, si vous voulez voir, on a fait aussi un travail, parce que à la part théorique, qu'on a vu des hommes qu'ils ne sont pas, ils ne se trouvent pas en représentation de l'archétype d'homme de jeux vidéo. Et c'est très intéressant. Parce que aussi il y a des autres hommes qui sont ma masculinité, ce n'est pas la masculinité qu'il y a dans cet avatar. Et je suis aussi comme le femme, rencontrée ou en conditions plus dessus. Et ces situations aussi c'est mauvais pour moi à niveau psychologique. Mais il y a beaucoup de travail à faire. J'espère avoir répondu bien. Merci. Alors, la dernière question en 1 minute. Oui, merci. Et une réponse en 1 minute. J'avais une question par rapport aux femmes gameuses. On sait que la pénétration de la culture psychologique dans la société, elle est genrée et que les femmes psychologisent plus volontiers leur relation avec les autres et avec elles-mêmes. Et je me demandais, dans ce cadre-là, si le jeu vidéo et le rapport à l'avatar, qui peut être un instrument de réflexivité au quotidien, est-ce qu'il y avait une différence genrée dans l'utilisation du jeu vidéo comme un médium de gestion émotionnelle et psychologique de soi au quotidien chez les gameuses et qui ne se retrouverait pas forcément chez les gamers? Est-ce qu'il y aurait une caractéristique psychologique des femmes au niveau des jeux vidéo, ce que j'ai compris, mais en 30 secondes? Oui, je te répondrai après, si c'est bien pour toi. Ou pendant la pause. On peut à la pause. Mais oui, on est en train de voir encore ces choses. L'unique chose que je te dirais, c'est qu'il y a un mouvement très grand, non seulement des femmes, mais aussi des autres personnes avec des autres conceptions de l'identité, qui sont en train de travailler précisément dans la création de jeux vidéo pour trouver cet aspect psychologique qu'ils ne trouvent pas dans le jeu. Et ce n'est pas seulement les avatars, c'est aussi, excusez-moi, les histoires et les choses qui peuvent passer. Effectivement.
Merci beaucoup aux orateurs. Merci d'avoir tenu le temps. On se prend simplement 10 minutes à peu près de pause. On va